Bonsoir à tous. Voilà, je suis entourée ce soir de Laure Bouzereau qui a tout organisé pour cette dégustation. Donc, merci beaucoup, Laure. Et nous sommes en duplex donc avec le Château Les Carmes-Aubryon et avec Quentin, Quentin Médieux qui représente à Bordeaux notre bureau, notre maison de négoce, la structure LMGB Bordeaux, et qui est en charge des contacts avec les propriétés. Donc, bonsoir Quentin. Nous allons maintenant nous téléporter du côté de Bordeaux, dans cette très étonnante propriété des Carmes-Aubryon, qui sont c'est la seule propriété qui se trouve dans l'enceinte, enfin dans les limites de la ville de Bordeaux. Ça, c'est une première spécificité, un petit vignoble, un petit bijou, ainsi qu'on appelait l'ancienne propriétaire des lieux. Donc, un petit vignoble pour le grand vin, si je ne me trompe, on est autour de 6 hectares. Hein, c'est ça? Oh, juste un peu plus, quasiment 7, mais il n'y a pas de problème. 7 hectares. Et donc, la personne que vous avez là en face de vous, Guillaume Poutier, n'est pas seulement un œnologue qui a fait ses classes, qui a de très très belles expériences, notamment dans le vignoble du Rhône, comme vous connaissez bien, c'est aussi un alchimiste qui va nous emmener dans son vaisseau sous-marin conçu par Philippe Starck, qui est un endroit absolument étonnant que je vous souhaite un jour d'avoir la chance de pouvoir visiter parce que c'est absolument passionnant. Alors, le choix, c'est Guillaume qui l'a fait. En fait, quand on a commencé à réfléchir, à organiser quelque chose autour des Carmes, en fait, nous, on travaille avec les Carmes depuis quelques années maintenant et on est ravis de le faire. Donc, du coup, c'était tout naturel d'appeler Guillaume et de voir avec lui un petit peu ce qu'il voulait nous présenter. Et en discutant, Guillaume a dit ce serait bien de voir un petit peu avant, le milieu et puis les derniers millésimes assez représentatifs de ce qu'il souhaite faire. Donc ça, Guillaume nous en parlera un petit peu après. Mais c'est vrai que voilà, 7, 14 et 16, ça a une certaine logique qui sera assez facile, à mon avis, à voir au fur et à mesure de la discussion, la dégustation, surtout avec Guillaume. Donc, on va commencer avec le millésime 2007, c'est ça? Voilà, premier millésime qu'on va goûter 2007. Donc, je vous explique juste pourquoi j'ai choisi ces 3 millésimes, 2007, 2014, 2016. C'est simplement pour vous montrer en fait l'évolution, on va dire, sur à peu près 15 ans de Carmes-Aubryon. Il faut juste savoir que Carmes-Aubryon est une propriété vraiment atypique. L'idée et la philosophie qu'on essaie de trouver au sein de ce cru, c'est d'essayer de faire un grand vin. J'ai bien dit essayer, avec, si vous voulez, une typicité du lieu dans lequel il est fait. Donc, la particularité de ce lieu, c'est que c'est un lieu dans le centre-ville de Bordeaux. Et donc, du coup, vous aurez une climatologie qui est vraiment différente de l'extérieur de Bordeaux. En gros, 2-3 degrés de plus de température au cours de la maturité du raisin. Et ça, c'est très important parce que du coup, on va, d'une façon générale, vendanger 15 jours avant tout le reste de Bordeaux. Et je vous expliquerai du coup ce qu'on a mis en place pour caler en fait au mieux l'harmonie dans ce vin au cours des années et surtout au cours des années solaires, plus solaires les unes que les autres. Mais surtout, ce qui est important pour nous lorsqu'on fait du vin, et la philosophie de l'équipe, c'est de se dire un grand vin, c'est bien, la typicité du lieu, c'est encore mieux, mais surtout, ce qu'on veut amener, c'est de la singularité. C'est-à-dire, pourquoi vous allez plutôt acheter Carmes-Aubryon que notre vin? Parce que quelque part, vous aurez des dominantes aromatiques, des dominantes de texture, de structure, que vous ne retrouverez dans aucun vin. Il y a beaucoup de très grands vins dans le monde, que ce soit à Bordeaux, mais dans le reste de la France, on a un invité de marque qui fait aussi des très grands vins. Vous verrez qu'on peut en trouver partout. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous aimez le vin. Mais surtout, ce qu'il va falloir retenir pour Carmes, c'est sa singularité. La singularité de Carmes, que je vais vous montrer à travers ces 3 millésimes, c'est en fait un travail qui a été fait depuis uniquement 2010. Donc là, vous allez goûter l'ancienne version, si je peux dire. Mais vous allez goûter l'ancienne version, malgré tout, qui a été faite sur le lieu, c'est-à-dire dans le centre-ville de Bordeaux, sur un terroir très spécifique. Donc, c'est un terroir, en fait, de graves plutôt sableuses
Mais surtout, la particularité, c'est qu'on a un sous-sol argilo-calcaire. Donc, on a un cépage qui peut être plus ou moins présent. Et en 2007, il l'est, mais pas de façon majoritaire. C'est du Cabernet Franc. Et si vous connaissez un peu Bordeaux, vous avez donc la rive droite avec Saint-Émilion et Pomerol et la rive gauche avec plutôt, on va dire, le Médoc. Et nous, on fait partie de la rive gauche. Et de ce côté-là, du coup, sur cette rive gauche, vous avez en fait, théoriquement, c'est le cépage Cabernet Sauvignon qui est dominant. Et vous avez rarement du Cabernet Franc. Donc déjà, c'est juste pour ça, il va être atypique. Donc là, c'est un premier vin que vous goûtez, 2007, qui va avoir une quinzaine d'années, qui a été fait, on va dire, de façon très classique à Bordeaux, une vinification classique, c'est-à-dire on rentre le raisin, on le fait fermenter, on l'écoule, on le met en barrique et on le met en bouteille. Donc, et il comporte à peu près 45% de Merlot, 45% de Cabernet Franc, et on a mis un petit solde, si vous voulez, de Cabernet Sauvignon. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer en fait l'attribut qu'on peut avoir si on le goûte ensemble sur ce millésime-là au bout d'une quinzaine d'années. Alors, je précise que Guillaume, à l'époque, tu n'étais pas encore là, puisque la propriété n'avait pas encore été rachetée par la famille Pichet. Donc, toi, tu es arrivé en 2012 et ton premier millésime, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2013. Donc là, on a l'opportunité de goûter un vin qui, avant la nouvelle ère des Carmes Aubryon, et justement, ça va nous permettre d'identifier dans ce vin qui est si particulier, si singulier, comme tu l'as dit, et qui peut-être était déjà plein de potentiel par rapport à ce que tu en as fait ensuite. Vous savez, c'est comme en cuisine, hein, ceux qui aiment cuisiner et qui me regardent, c'est difficile de faire une belle purée avec des pommes de terre, on va dire, pas de belle qualité. Mais là, c'est pareil, c'est juste pour vous montrer qu'on peut essayer, nous, vinificateurs et vignerons, d'améliorer les choses, mais le lieu prend toujours le dessus. Par contre, l'idée pour nous, et pour que vous le compreniez, c'est que chaque année, on essaye de faire la même photo, mais cette photo-là, en 2007, si vous voulez, elle avait à peu près 10 000 pixels. Aujourd'hui, en 2014, ce que vous allez goûter, on va lui mettre 10 millions de pixels. Et après, en 2016, on va lui mettre 10 milliards de pixels. Donc, plus de profondeur, plus de contraste, plus d'aromatique, plus de tout. Voilà. Mais tout en étant sur le côté de la discrétion et de la buvabilité. Parce que le maître mot, ne l'oubliez jamais, quand on fait du vin, nous vignerons, on est heureux quand nos vins sont bu. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'on pourrait être un peu plus trivial, mais on va dire surtout bu. Alors, là, on parle d'un millésime, le millésime 2007 aussi, qui a été pas de notoriété, on sait que ce n'est pas le grand millésime du siècle à Bordeaux. C'est cela dit un millésime qui aujourd'hui est très agréable à boire, à goûter dans nombre de propriétés bordelaises. Avec Quentin, nous en avons encore fait l'expérience pas plus tard qu'hier. Hier, un très très grand Saint-Julien en 2007, ouais. Voilà, absolument. Donc, on va peut-être passer à la dégustation elle-même. Hein. Mon palais un peu covidé ne me permet pas d'avoir des détails très précis sur la dégustation. Mais je compte sur vous tous pour participer, pour nous exprimer ce que vous en pensez. Et on va voir ce qu'en pense Guillaume et Quentin. Juste pour vous, pourquoi j'ai choisi ce millésime? Pour en fait faire des grands millésimes et des grands vins sur des grands millésimes, c'est moins compliqué que faire des bons vins sur des millésimes voilà, un peu plus difficiles. Et c'est là où vous voyez le phénomène d'être intramuros, c'est-à-dire d'avoir une maturité qui est plus précoce, nous aide surtout dans les petits millésimes. Donc, ce lieu-dit Aubryon, où vous avez Aubryon, Mission Aubryon et Carmes Aubryon, les trois sur le même lieu, c'est vraiment l'apanage de pouvoir gagner sur des petits millésimes et faire des grands vins sur ces petits millésimes-là. Les autres millésimes, quand c'est grand, c'est beaucoup plus facile pour nous tous, quelles que soient en fait les personnes à Bordeaux, ça nous aide énormément. Par contre, sur des petits millésimes, cette précocité, c'est-à-dire à peu près d'une dizaine ou d'une quinzaine de jours, est très très appréciable. On a un invité mystère.
Le son est peut-être pas très bon, certains disent. Je vais essayer de rapprocher. Apparemment, on a un problème de son. Est-ce que vous nous entendez bien quand on parle? Ça peut grésiller un petit peu, ouais. D'accord. Donc, je ne sais pas si là, on déguste tous ensemble, mais en fait, si vous regardez 2007, le gros intérêt de 2007, c'est cette buvabilité, cette aromatique, où vous avez quand même cette dominante de franc qui marque quand même significativement les vins, donc avec des aromatiques assez florales. Par contre, on a un tanin encore qui a besoin en fait de se fondre. Donc, ça nous permet encore d'avoir un gros potentiel de garde sur ce cru. Parce que c'est un cru, si vous voulez, qui a un petit degré d'alcool pour Bordeaux, d'une façon générale, c'est-à-dire aux alentours de 13 degrés, mais qui est déjà bien. Par contre, il est très acide. Il a des acidités encore un peu marquées. Donc, c'est vraiment l'acidité qui va tenir le vin dans le temps, encore au moins une dizaine, une quinzaine d'années. Voilà. Donc, ça, c'est un cru que vous pouvez boire dès maintenant et le conserver 15 à 20 ans sans problème par rapport en fait à ce que vous avez là. Alors après, ce qu'il va avoir, c'est que c'est un vin quand même qui n'a pas la densité que vous pourrez aller chercher sur peut-être les crus ou les millésimes qu'on va goûter après. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, pour un palais, on va dire, pas habitué à cette densité de Bordeaux, est déjà très appréciable. Il y a une personne qui dit, Héloïse, qui dit que le 2007 est déjà un millésime très agréable à boire en ce moment. C'est vrai que… Bien sûr, en fait, c'est vrai qu'à Bordeaux, on a quand même c'est toujours cette envie de garder les vins et de se dire Bordeaux doit être bu et on doit attendre 20 ans ou 30 ans pour boire des vins de Bordeaux. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Vous verrez après, de toute façon, en plus sur la dégustation ici, qu'il y a des 2016 qui sont complètement buvables maintenant. Et les petits millésimes, notamment, permettent aussi d'ouvrir des vins de Bordeaux plus dans la jeunesse aussi. Donc là, Guillaume parle de l'acidité qui permet de le garder. On est vraiment effectivement sur des vins qui nous permettent d'ouvrir des bouteilles de Bordeaux de manière beaucoup plus rapide. Alors, si on résume, alors Laure, vas-y. Moi, je trouve que la robe, c'est un beau rouge rubis. C'est très joli. C'est pas non plus trop tuilé, je trouve, pour la maturité. On pourrait s'attendre à une couleur un peu plus tuilée encore. Le nez, il est très charmeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qui disent qu'ils l'aiment beaucoup comme ça. Bon, bah, c'est top. Il y a des fruits confits. Je trouve que c'est très agréable. Quelques notes de cacao possible? Alors, moi, plus que le cacao, moi, je pense que ça va plus vers le côté tabac froid, le côté cèdre. Et ça, c'est un avis personnel. Hein. Tout à fait, oui. Et le cèdre, on le retrouve en bouche aussi jusqu'à la finale, d'ailleurs. Cette petite amertume. Donc, l'idée, en fait, quand Quentin parlait de petits millésimes, j'aime pas parler de petits millésimes. Moi, j'aime parler de millésimes différents. Ce n'est pas le terme qui me choque. C'est que je pense qu'à chaque millésime, on a une notion… oui, ça. On a en fait une notion pour moi qui est importante sur cette notion, on va dire, plus ou moins en fait d'appréciation de hauteur de bouche. Plus un millésime va être riche, puissant, plus la bouche va être volumineuse et on va dire large. Et là, vous avez en fait une notion où vous avez une bouche qui est un peu plus serrée, un peu plus verticale, mais par contre qui a une buvabilité extrême. Vous verrez après par la suite comment nous, on travaille des millésimes qui sont un peu plus denses pour conserver en fait cet archétype de vin dans sa buvabilité. C'est vrai que là, on sent vraiment il est mature, il est très bon à boire maintenant. Il y a une certaine acidité aussi en bouche. C'est assez prononcé. Il y a des gens qui nous font part de leur note de dégustation. Donc, des tanins très soyeux, légèrement suaves, des arômes tertiaires naissants. Oui, on les sent, ces arômes tertiaires, effectivement, à la fois au nez, mais aussi en bouche. Oui. Un aspect de sous-bois. Un boisé aussi qui est un peu présent. Toujours. Alors, donc en fait, des millésimes comme ça, ce sont des élevages assez marqués encore, parce que la densité du vin, à l'époque, on mettait un peu plus de fût neuf. Vous savez, c'était une ère où, à Bordeaux, on était plus quand même dans une démarche un peu plus de boisé qu'aujourd'hui. Et
Et donc, il y a encore ces notes empyromatiques qui sont assez présentes. J'en conviens. À propos de notes empyromatiques et des notes fumées, est-ce que ça, c'est une caractéristique qu'on peut associer à la proximité du vignoble avec Aubryon, la mission Aubryon, puisque ce sont des caractéristiques? En fait, si on parle purement technique, mais je vais vous expliquer, la particularité de ce lieu-dit Aubryon, c'est que dans le sol, vous avez des graves, donc graves sableuses, plus ou moins, mais en sous-sol, vous avez ce qu'on appelle de la crasse de fer. Donc, c'est en fait du fer qui s'agglomère et qui se durcit et qui s'oxyde, donc il devient rouge. Par contre, les racines viennent nicher dans ce fer, l'absorbent et par contre redonnent un côté réducteur au vin. Et c'est là où vous avez ces notions de fumée. Et la personne ou le vignoble qui en a le plus, c'est ni Aubryon, ni Mission, ni Carme. C'est l'endroit qui est juste à côté et c'est Pape Clément, qui est à peu près à 1 km à vol d'oiseau. Et vous pouvez même aller, et il y a tellement en fait de crasse de fer sur ce vignoble, que vous pouvez même aller limite à des hydrocarbures, ce côté un peu pneu brûlé. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment la typicité du lieu Pape Clément. Et en vieillissant, ça fait une signature très prononcée. Bon, je pense qu'à ce stade de la dégustation, on aimerait bien en apprendre un peu plus sur vous, Guillaume. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce que vous avez fait, avant d'arriver au Carme, etc., de nous raconter un peu votre histoire? J'ai le droit. Ah ouais, tu fais attention à ce que tu dis, mais vas-y. Hein. Si vous voulez, on a très simple, famille toulousaine, donc qui adore le rugby. Donc je sais pas où tous les gens qui nous regardent d'où ils viennent, mais très important pour nous. Une petite école en fait agricole. Et à 23 ans, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à travailler dans un vignoble pendant un certain temps, donc qui était en fait aussi à Bordeaux. Et après, je me suis expatrié quelques années dans le Rhône, où j'ai travaillé pour une maison qui s'appelle la Maison Chapoutier, où j'étais en charge de tous les vignobles de la Maison Chapoutier. Donc, c'était hyper intéressant parce que je faisais aussi bien de l'Alsace que du Champagne, que les grands Rhônes sudistes ou nordistes, un peu d'expatriation en Australie, au Portugal, un peu partout. Et à partir de 2012, il y avait eu ce projet-là au Carme Aubryon à Bordeaux, une propriété où un nouveau propriétaire venait d'acheter. Il m'a contacté pour ce projet. Aujourd'hui, on en est vraiment ravis. Voilà, vous avez, si vous voyez la photo, c'est un petit havre de paix puisque vous êtes, la photo que vous voyez devant les yeux, c'est une photo où vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous êtes centre-ville de Bordeaux. Voilà, et vous avez une douzaine d'hectares de terre, dont à peu près 7 hectares de vignes. Et tout ce que vous voyez devant, c'est des vignes de Cabernet Sauvignon avec un château du XVIIIe siècle. Donc, vous avez qui a été construit fin du XVIIIe, début du XIXe. Voilà, mais bon, on ne va pas trop parler de moi parce que ce n'est pas important. L'important, c'est ce que vous goûtez dans le verre. Et c'est surtout, en fait, sur lesquels on va s'attarder. Voilà. Il y a une photo quand même. Alors, on va reparler, peut-être changer de vin, mais explique-nous un petit peu parce que là, on voit quelqu'un qui peint. On ne sait pas exactement ce que c'est. Moi, je sais parce que je connais l'endroit et que je l'ai devant les yeux. Donc, en fait, la photo, si vous voulez, chaque année, à partir de 2015, donc mon nouveau propriétaire qui a acheté le vignoble en 2010, a décidé en fait en 2012 de construire un chai. Donc si vous aviez vu la vidéo, vous auriez pu vous rendre compte de ce chai. Et vous pouvez aller sur le site, vous le verrez et vous verrez la vidéo. Ce qui est très intéressant, c'est que chaque année, on définit la philosophie du millésime et on confie cette philosophie à un artiste qui vient peindre une cuve dans le chai. Et cette cuve est prise en photo et est reprise sur la contre-étiquette du millésime. Voilà. Donc là, par exemple, la personne était en train de construire en fait, la philosophie du millésime 2018. Sur la photo que vous avez. Vous êtes très plein d'idées, très innovant, parce que vous avez innovant et puis respectueux du passé aussi, parce que vous avez décidé de ressusciter un format ancien qui est celui de la Marie-Jeanne. Je sais pas. Alors, ça, c'est un projet, en fait,
on va dire, un peu plus fou. C'est-à-dire que quand vous voyez le chai que vous avez vu là en photo, c'est un chai très moderne. Par contre, on veut absolument conserver le côté ancien que l'on a au Carme-Aubryon, puisqu'on a des vignes depuis le XIVe siècle. Donc, vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des vignes au Carme. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu allier en fait ce vieux flacon qui est la Marie-Jeanne que vous avez devant Angélique là, qu'elle est en train de montrer. Voilà, qui fait. Et voilà, vous l'avez là. J'ai trop peur de la casser. Et voilà. Et derrière, on l'a mis en fait cette bouteille qui fait 2,25 litres, donc l'équivalent de 3 bouteilles, dans un écrin de verre. Donc c'est du verre polypropylène, c'est du verre de lunettes en fait, qui nous permet de conserver ce produit à l'abri de la lumière et qui permet de conserver en fait son écrin partout où on veut, on peut l'exposer. Voilà, c'était le but. L'idée, c'est qu'il y a eu très peu de flaconnage dessus, environ 500 pour le monde. Et voilà, on le fait que les années où on estime où il y a vraiment quelque chose à écrire de particulier sur le millésime et sur le lieu. Magnifique flacon, très très beau flacon. Ouais. On passe à 2014 ? On va passer avec 2014, mais alors, juste une question par rapport à ça, parce que ce 2007, il est ce qu'il est, il est agréable, il a des particularités qui sont, enfin, des caractéristiques qui sont plus ou moins appréciées d'ailleurs, dans ce qu'on peut lire de vos commentaires. Toi, Guillaume, qu'est-ce qui t'a inspiré l'envie de rejoindre cette propriété pour en faire quelque chose de différent, de singulier, comme tu disais, pour améliorer aussi l'existence par rapport à une propriété qui peut-être était un petit peu une belle endormie. En fait, si vous voulez, vouloir faire des grands vins, tout le monde en a envie. Par contre, pouvoir, des fois, c'est très difficile. Donc, du coup, lorsque mon propriétaire aujourd'hui m'a demandé de venir, je lui ai simplement demandé si je pouvais goûter des très vieux millésimes, c'est-à-dire des millésimes des années 40, des années 50, des années 60. Et si vous voulez, à cette époque-là, on avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. Et là, c'est uniquement le vin qui parle. Et ce qui était très intéressant, c'est que le vin a été fait par une dame qu'on a appelée Bijou, parce que c'était Madame Chantecaille-Mère, donc c'était la grand-mère qui était avant propriétaire des Carme-Aubryon. Et cette dame, c'est elle qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a commencé à faire le vin. Et le paradoxe qu'elle fait, c'est que comme elle n'avait pas en fait des grappoirs, elle a commencé à faire le vin en grappe entière. Donc, c'est très peu courant à Bordeaux, alors que dans d'autres régions, on le fait souvent. Et c'est en discutant avec elle, donc du coup, que moi, je me suis mis aussi, et vous allez commencer à la voir à partir du millésime 2014, à remettre ça au goût du jour, c'est vinifier en grappe entière pour partie. Et c'est là où vous commencez à avoir une singularité. L'idée, si vous voulez, pourquoi on a basculé sur cette notion de grappe entière, c'est qu'à Bordeaux, et surtout au Carme-Aubryon, on a tendance à avoir des alcools élevés. On a tendance aussi, comme on a beaucoup d'argile, d'avoir des acidités basses. Donc, du coup, lorsque vous ramenez de la grappe entière au cours de la vinification alcoolique, la rafle libérant de l'eau, si vous voulez, elle vous baisse le degré alcoolique. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je vendange, j'ai souvent un degré d'alcool à 14,5, 14,8. Je finis les vinifications à 13,3, 13,5. Voilà. Si vous regardez les degrés alcooliques depuis 2013, tous les millésimes sont à 13,5. Quel que soit si le millésime est chaleureux ou pas. Pourquoi ? Parce que la nature est bien faite. C'est-à-dire que quand le millésime est très chaud, eh bien, je peux mettre beaucoup de grappes entières parce que je n'utilise que les grappes entières lorsqu'elles sont maturées, c'est-à-dire lorsqu'elles ont outé, c'est-à-dire lorsqu'elles ont changé de couleur, lorsqu'elles sont marron ou rouge. Sinon, eh bien, lorsqu'elles sont vertes, eh bien, je ne les mets pas. Donc, si vous voulez, chaque année, j'ai un taux de grappes entières qui varie entre, on va dire, un petit millésime en termes de maturité plutôt 20 ou 25%, un très grand millésime en termes de maturité comme 2016, vous allez être à plus de 50%. Et donc, naturellement, je baisse d'autant plus le degré alcoolique du vin. L'idée, lorsqu'on définit, si je vous définis pour moi ce qui est un grand vin, c'est quelque chose qui a de l'harmonie, c'est quelque chose qui a de l'équilibre, c'est quelque chose qui a de la complexité, qui est racé ou typé du lieu où il est produit. Moi, je veux produire un Pessac,
Je suis sur l'appellation Pessac-Léognan, mais c'est un Pessac, ce n'est pas un Léognan, d'accord? Et surtout, ce que je veux essayer d'avoir, c'est que ces vins puissent avoir une capacité à être bu très tôt, mais aussi être gardés parce que c'est l'ADN de Bordeaux. Et aujourd'hui, à Bordeaux, souvent on disait « Ah oui, les Bordeaux, c'est bien, mais il faut les attendre 20 ans. » Et bien aujourd'hui, je pense, la nouvelle génération de winemakers à Bordeaux ou de vignerons essaye d'avoir cette buvabilité beaucoup plus précoce. Alors, je vous expliquerai un peu plus sur le 2016 ce qu'on a fait, mais du coup, qu'on puisse boire des vins au bout de 2-3 ans. Mais par contre, il ne faut pas perdre son âme et pas perdre en fait son ADN, qui est de Bordeaux, donc de faire des vins avec de la richesse, de l'onctuosité, de la puissance, parce qu'on a des cépages qui sont comme ça, qui sont riches, qui sont colorés et qui sont denses. Par contre, ce qui est important, c'est que derrière, on garde en fait cette capacité à vieillir, mais surtout, le grand vin, pour moi, il a cette notion de plaisir. Et alors, si c'est possible, un peu d'émotion. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà. Et ça, c'est le plus important. Et le grand vin, il est bon jeune, il est bon à maturité et il est bon ancien, en fait. Mais effectivement, il doit être bon dès le début. En fait, un grand vin, il est simple. Là, on va commencer à goûter 2014. Il a 7 ans de moins que le précédent. Et vous allez voir qu'en termes de maturité de tanin, on peut déjà complètement accéder à ce produit. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, si on le regarde, là, on change en fait de vision parce que là, on bascule à une dominante de Cabernet Franc, quasiment 55%. On complémente ça avec un peu de Merlot et un peu de Cabernet Sauvignon. Par contre, on conserve le degré alcoolique quasi de tout à l'heure, 13,5, et la même acidité. Par contre, là, on intègre à peu près une trentaine de pourcents de grappe entière. Voilà. Donc, alors, surtout la grappe entière sur, le Cabernet Franc et 2, le Merlot. Il y en a beaucoup moins sur le Cabernet Sauvignon parce que la rafle aoûte très peu sur le Cabernet Sauvignon. Donc, j'ai du mal à mettre du Cabernet Sauvignon en grappe entière dans les cuves. Une autre particularité à partir de 2014, c'est que personnellement, je ne fais jamais de vinification monocépage. Je fais toujours des vinifications où j'assemble les cépages parce que ce qui est intéressant, c'est d'assembler les lieux. C'est-à-dire que vous avez des endroits au Carme-Bouillon, sur la photo que vous voyez, si tout le monde la voit, où vous avez un haut de côte, un milieu de côte et un bas de côte. Alors, on n'a pas l'impression, mais il y a quand même 10 mètres de dénivelé. Et donc, du coup, les raisins qui sont en haut de côte n'ont pas la même densité, la même richesse que ceux qui sont en bas de côte. Et donc, je préfère assembler des raisins qui ont la même richesse, la même densité, la même vision, que de faire des vinifications par monocépage. Voilà. Et donc, du coup, lorsqu'on vinifie, au lieu de vinifier comme la plupart des gens, donc rentrer le raisin, les rafler, le mettre en cuve, faire des remontages, c'est-à-dire prendre le jus qui est en bas, le mettre en haut ou des pigeages. Nous, on travaille un peu différemment, c'est-à-dire qu'on rentre les raisins, on fait, on va dire, un égrappage. Si vous regardez là, vous voyez les rafles rouges sur la photo là? Voilà, donc ces rafles que vous voyez rouges, celles-là, on va les conserver et on va rentrer les raisins en tant que tels. Par contre, les rafles que vous voyez vertes, elles, on va les érafler. Et on va faire des couches de grains ronds, des couches de grappes entières, des couches de grains ronds, des couches de grappes entières. En fait, comme un peu un millefeuille. Et donc, du coup, on va remplir jusqu'en haut la cuve. Et au lieu de travailler par extraction active, comme je vous disais tout à l'heure, du pigeage, c'est-à-dire pousser le marc vers en bas, ou des remontages, prendre le jus en bas de la cuve et le remettre sur le dessus pour extraire le marc, on va pousser le marc au fond de la cuve et on va faire de l'infusion, comme du thé. Vous voyez, ce n'est pas plus compliqué. C'est votre sachet de thé que vous avez votre mug, il ne vous viendrait pas à l'esprit de mettre la moitié du sachet dans votre mug. Vous allez le mettre à l'entier, sinon vous perdez la moitié de l'extraction ou du potentiel extractible de votre marc. Donc nous, on travaille où on met, voilà, on monte en haut, sur la photo que vous voyez, en haut du cuvier, les raisins, on les fait rentrer dans la cuve et après on ne les touche pas. Le gros avantage, c'est qu'on travaille énormément à la vigne, mais on est très feignant au chai. Et on n'aime pas partir trop tard pendant les vendanges. Donc, du coup, ce qu'on fait, on laisse infuser, voilà, dans ces cuves que vous voyez là, le raisin pendant 25, 30, 35, 40 jours. Et on joue que sur 2 paramètres, la température, comme la température de l'eau pour, on va dire, du thé, et le temps d'infusion. Là, pareil, est-ce que vous allez infuser votre thé 2, 3, 4 minutes? Mais nous, ça va se compter en
on va dire plutôt en semaines, donc entre 3, 4 ou 5 semaines. Voilà. Et ensuite, on va décuver le raisin et on va l'assembler de suite. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de châteaux à Bordeaux où les gens, si vous voulez, travaillent par lots séparés, moi, je vais travailler Carmaubrion comme un climat. Donc, toutes les cuves, ça va être, si vous connaissez un peu la Bourgogne, ça va être mon Chambertin. Et je vais assembler ces lots-là pour faire mon lot de Chambertin. J'aurais pu prendre un peu moins précieux, mais bon. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Une jolie image. Il y a deux questions. Du coup, il y a deux questions pour Guillaume. Du coup, en disant normalement, la rafle fait perdre la couleur au vin. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que ça te fait perdre la couleur? Et toi, comment tu fais pour ne pas avoir de perte de couleur? Alors, quand vous dites ça, je suis entièrement raison. Vous avez entièrement raison. La rafle, en fait, amène trois phénomènes. Un, elle libère de l'eau. Elle libère aussi de la potasse. Donc, je diminue mon degré alcoolique et je diminue en fait l'acidité dans mon vin. Par contre, comme il y a ce phénomène osmotique de libération, lorsqu'on est en macération, elle récupère de la couleur au vin. Par contre, lorsque vous travaillez en grappe entière, vous allez travailler sur la baie. Je m'explique, c'est que lorsque vous faites une vinification classique, vous prenez une baie de raisin, vous l'ouvrez, et la pulpe se libère et en fait, il ne reste que la peau et la peau devient très plate. Voilà. Et donc, l'extractibilité se fait que sur un diamètre. Par contre, lorsque vous conservez une baie entière, là, je vais faire appel à vos cours de maths pour certains qui sont peut-être très loin, c'est juste le phénomène de pi, vous avez 3 fois plus d'extractibilité. Donc, potentiellement, lorsque vous faites de la vinification en grappe entière, vous pouvez avoir 3 fois plus de potentiel coloré. Et une chose qui est très importante, on ne recherche pas, en tout cas personnellement avec l'équipe, des vins qui soient noirs, noirs, noirs. Si vous voulez, on veut qu'il y ait de la couleur. Vous avez 2 verres de vin qui est 14 et 16. Et pour moi, ces vins-là sont déjà largement assez colorés. Parce que n'oubliez pas une chose, plus vous structurez un vin, plus il a de la couleur, plus c'est au détriment de son aromatique. Je vous ai parlé en premier, un grand vin, c'est un vin qui a de l'harmonie, qui a de l'équilibre. Donc, ce qui est important pour moi, comme ce que vous allez avoir là, c'est qu'il faut avoir de l'aromatique et derrière, vous aurez envie de boire le vin. Si le vin ne vous parle pas, c'est plus ou moins compliqué. Donc, je préfère faire un travail, comme on dit, de renoncement, c'est-à-dire me dire, je perds un peu de structure, mais je gagne en aromatique. Donc, la question est très juste. Lorsque vous faites de la grappe entière, vous perdez un potentiel couleur. Bon, alors, avant que tu te lances dans un cours de maths, tu vas tous tout perdre. Est-ce qu'on peut passer à la dégustation de ce dégustateur? La couleur est d'un Alors, au niveau du timing, est-ce qu'on est bon dans le timing? Alors, laisse parler Laure. On essaye de tenir 1 heure pour tous les participants, parce que c'est vrai que sinon, on pourrait passer des heures ensemble. Moi, ça serait avec grande joie. C'est vrai que la couleur est très belle. On a un rouge vif qui vire presque sur le pourpre. Encore très jeune. Oui. Au niveau du nez, je trouve qu'il y a vraiment des fruits rouges. C'est assez épicé aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Des personnes qui participent aussi, des épices. Moi, je trouve qu'il y a c'est un vin qui est très élégant au nez. Quelques arômes tertiaires, je trouve un petit peu. Je pense qu'on est à peu près d'accord avec la personne qui écrit ces notes de dégustation. Je reviendrai après. Quelqu'un a posé une question, Laure, sur les cuves. Donc, on en reparlera un peu plus tard. On va les montrer. C'est un vin qui est très équilibré. Les tanins sont très souples et soyeux. Il y a quelques notes mentholées. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. On a une texture, une matière qui est très fine. Il y a un grain qui a beaucoup gagné en finesse, je trouve, par rapport au 2007. C'est le côté infusion, peut-être. Alors, le côté infusion, là, sur 2014, on avait travaillé l'infusion que sur, on va dire, une demi-infusion. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore le nouveau chai, donc on n'avait pas pu aller au bout de notre expérience. Le premier millésime 100% infusion, c'est celui que vous allez goûter après, c'est 2016.
très poli, très souple. Les gens trouvent qu'effectivement, c'est un vin qui est épicé. Ouais. Et en termes de millésime, est-ce que vous pourriez le comparer à un autre millésime soit plus mature, qui pourrait voilà, ce vin pourrait donner un vin que vous connaissez un autre millésime, si vous avez des comparaisons à faire? Moi, je trouve que 2014, elle se compare très bien à 2014. D'accord. En fait, non, mais pourquoi? Parce que j'aime pas comparer les millésimes. Je trouve que chaque millésime, ce qui est génial, c'est ça dans notre métier, c'est qu'il y a comme un accouchement. Et dans l'idée, par contre, en termes de, si on parle de potentiel de vin, on va dire que c'est dans la gamme intermédiaire pour moi. Et vous aurez des vins plus riches, plus opulents, comme vont être les 9, les 10 à Bordeaux, les 15, les 16, les 18, les 19 et les 20. Ça, sans aucun doute. 14 va être dans la gamme des 17 et on va dire des 12. Après, vous aurez une gamme un peu plus difficile à Bordeaux, comme va être par exemple, si on parle des 10 dernières années, le millésime 2013 et 2011, parce que les tanins sont un peu plus serrés pour l'instant. Mais c'est des tanins qui vont se faire avec le temps. Alors justement, là, on a effectivement une structure tannique qui est fine, mais qui est bien présente, et aussi une très belle acidité. C'est le potentiel de garde de ce vin, pour toi, Alors, j'ai vu le monsieur, il y a un monsieur, c'est Jean-Noël, qui a écrit 2026. C'est ça, hein, voilà, à boire avant 2026. Si on peut, et si on pourra goûter le vin ensemble en 2030, et il verra qu'il y a encore du gros potentiel. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai goûté des vins, comme je vous disais, des années 40, des années 50, qui sont encore remarquables. Et en fait, le débat au Carme, c'est que c'est des vins en fait, qui montent sur un niveau et qui restent sur un plateau. C'est le mot actuel, hein, vous savez, le plateau actuellement, on en parle beaucoup. Voilà, qui restent sur des plateaux très très longtemps pour une simple raison, c'est qu'il y a beaucoup d'acidité dans ce vin. Vous le ressentiez peut-être un peu plus sur 2007 parce qu'il y avait moins d'enrobage au niveau du tanin. Mais sur ce vin-là, en fait, la gourmandise du tanin vous fait penser que le vin déjà a pris de l'environnement. C'est vrai que par contre, il évoluera en couleur assez rapidement, c'est-à-dire il va prendre un côté un peu plus tuilé, mais par contre, le vin va rester sur cette gamme-là au moins pendant 15 ou 20 ans. Puisqu'on a d'autres millésimes comme ça où, si vous voulez, on met les vins à côté et on ne sait plus quelle décade c'est parce que les vins sont rentrés dans leur plateau. Et alors, puisqu'on approche de l'heure du dîner, avec quel genre de cuisine, de plat, tu suggères d'associer ce 2014? Nous, on s'est pris à rêver ici d'un risotto aux truffes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Avec de la truffe? Non, au 7, pardon. Ah. Enfin, la truffe est possible aussi, mais peut-être que la truffe serait un petit peu présente sur ce vin. Moi, ce que j'aime beaucoup sur 2014, c'est des suprêmes de volaille, vous voyez, avec juste une petite notion en fait de crème onctueuse. Alors après, si Angélique, tu veux rajouter un peu de cèpe, moi, pas de problème. Je commence à avoir faim, moi. Alors justement, on va passer au troisième vin. Alors là, on a, merci Guillaume de nous permettre de goûter ce fantastique 2016. Alors 2016, si vous voulez, pour nous, aujourd'hui, c'est donc un vin qui a 5 ans. Et là, vous allez voir, donc c'est le premier millésime après 2015 qu'on a fait en fait dans notre nouveau chai. Et surtout, ce qui nous a permis de faire, c'est un travail parcellaire beaucoup plus abouti qu'on n'avait pas pu faire avant pour faute de place et de travail. Et c'est là où on voit que malgré tout, ce travail de sélection que l'on peut faire est très important. Et donc là, ce qu'on a amené, en fait, c'est vraiment une dimension où je vais répondre à une question tout à l'heure, où la personne me posait la question en fait des cuves. Qu'est-ce qui est très important lorsqu'on vinifie? C'est l'inertie thermique. C'est-à-dire que quelque part, quel que soit l'endroit de la cuve, vous avez la même température
pour que, quelque part, la fermentation alcoolique, c'est-à-dire la transformation du sucre en alcool par l'intermédiaire de levure, en fait, se fait exactement de la même façon et à la même vitesse entre le bas, le milieu et le haut de la cuve. Et la personne posait comme question pourquoi on avait des cuves différentes et pourquoi des matériaux différents. Alors, on a des matériaux différents, c'est vrai, parce que quelque part, moi, je n'ai pas une préférence fondamentale pour en fait un matériau, sauf que le bois est quand même difficile à gérer au niveau de l'hygiène. Donc, je limite quand même le bois. Par contre, vous avez des cuves tronconiques inversées. Pourquoi? Parce que toujours dans ce respect d'infusion, et donc on va parler d'extraction passive et non active, lorsque j'ai un millésime avec en fait des petites baies, donc un millésime plutôt solaire et un millésime avec de la sécheresse, je vais pouvoir en fait mettre un peu plus de raisin, ce qu'on appelle en première main, donc au départ, dans les cuves en bois. Et si je manque de jus pour faire l'infusion, parce que pour faire de l'infusion, il faut du jus, je peux écouler la cuve et donc le raisin va se comprimer naturellement dans ces cuves en tronconique inversée. Par contre, de l'autre côté, lorsque vous avez les cuves que vous voyez en inox, que vous voyez au départ, mais là, c'est des cuves tronconiques classiques qui, elles, vont permettre en fait une infusion encore plus importante sur le bas de la cuve en première partie en fait de fermentation alcoolique avant qu'on pousse le marc vers le bas. Voilà. Et au fond, vous avez des cuves béton qui, elles, nous servent lorsqu'on écoule souvent d'écouler les jus des premières cuves dans les cuves béton parce que lorsque vous vinifiez en grappe entière, le seul inconvénient, c'est que souvent, lorsque vous écoulez, vous avez encore des sucres résiduels. Donc, on est obligé de finir ces sucres résiduels et après, on assemble les presses avec les jus de goutte directement. Donc, du coup, lorsqu'on a fini les fermentations alcooliques, de notre côté, l'assemblage est quasiment fait, puisque je vous rappelle la vision qu'on essaie d'avoir ici au Carme, c'est de faire un vin et de ne pas faire une sélection, parce que je suis intimement persuadé qu'un grand vin, il naît de sa diversité qui entraîne sa complexité. Donc, du coup, on ne fait pas une sélection en se disant on prend les meilleurs lots pour faire le meilleur vin. Il y a des fois des lots qui servent de liant et qui entraînent l'harmonie que vous allez avoir sur ce 2016. Par contre, ce qui est paradoxal dans le vin que vous goûtez, c'est que vous allez quasiment plus sentir la notion de boisé, parce qu'à partir de 2016, on a fait des élevages beaucoup plus longs. C'est-à-dire que sur le 2007, vous avez des élevages à peu près de 10 mois, sur le 2014, des élevages de 14 mois, là on bascule sur des élevages de 24 mois. Voilà. Et donc on intègre beaucoup mieux le bois, et donc lorsqu'on met le vin en bouteille, quasiment le bois n'a pas disparu, mais il est vraiment passé en arrière-plan. Et c'est ça qui vous permet d'avoir des aromatiques beaucoup plus précis, parce que lorsque vous vinifiez comme nous par infusion, vous ne faites quasiment plus de lit, c'est-à-dire de bourbe, c'est-à-dire de matière végétale en suspension. Donc, vous avez des vins plus précis et surtout plus éclatants. Donc, vous avez plus d'éclat dans les vins et des vins plus limpides. Donc, du coup, l'aromatique ressort plus. C'est vrai que je trouve que la robe est très vive. Au niveau du nez, je trouve qu'il y a à la fois des fruits rouges et il y a un côté un peu tabac, un peu mentholé. C'est un nez très frais. Assez, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Guillaume sur le bois, c'est aussi souvent un petit peu une image que l'on a, notamment sur les 2 dernières décennies, d'avoir beaucoup de bois au final dans les vins. Là, aujourd'hui, il y a 24 mois d'élevage, mais il y a 65% de bois neuf quand même, mais on ne le sent pas. Donc l'élevage fait qu'au final, tout est fondu et le bois a vraiment disparu. Enfin, quand je dis disparu, je grossis les traits, effectivement, mais… Surtout, ce qu'il faut que vous voyez, en fait, on a essayé d'amener ce qu'on appelle de la cohérence de bouche, c'est-à-dire entre le début, le milieu et la fin. C'est-à-dire un vin qui va rentrer assez serré et qui va s'épanouir dans votre bouche pour en fait vraiment venir tapisser le volume de bouche. Et c'est l'acidité qui va pousser le vin au fond de la bouche. Et par contre, il en faut pour que ça ramène un focus. Donc, du coup, le but de travailler sur la qualité du tanin, pour vous donner un ordre d'idée, ce vin-là, analytiquement, le 2016, il est quasiment 20% plus riche que le 2014 et 40% plus riche que le 2007. Pourtant, quand vous le goûtez, vous sentez qu'il y a de la mâche, mais c'est un tanin qui ne perturbe pas parce qu'il est tellement polymérisé, c'est-à-dire qu'il est tellement condensé, il ne va pas réagir avec le pH de votre salive.
Donc, du coup, vous allez avoir une sensation d'onctuosité, de crémeux et un galbe qui est plus haut de bouche, c'est-à-dire un volume de bouche qui est accentué. Voilà, parce que vous n'allez pas avoir besoin de saliver pour contrebalancer en fait le tanin. Et du coup, vous n'allez pas avoir une sensation de dureté. Et donc, vous allez avoir une bouche qui va avoir complètement de la cohérence entre le début, le milieu et la fin. Et l'acidité va vous faire saliver parce que le gros avantage de la grappe entière, c'est qu'elle libère du sel. Et donc, ça vous entraînez de la sapidité. Et donc, c'est exhausteur aussi de goût. Là, vous avez des taux de sel, alors on parle en nanogrammes, mais qui est 20 fois plus important que le 2014 et quasiment 100 fois plus important que le 2007. Voilà. Donc, du coup, vous allez avoir cette sensation, surtout lorsque vous aurez avalé le vin ou vous l'aurez recraché, en fait, de reviens-y, c'est-à-dire de vouloir en reboire. Incroyable comme ce vin, on a l'impression qu'effectivement, il est prêt à boire. Aujourd'hui, on pourrait. C'est peut-être dommage de ne pas l'attendre encore un petit peu, mais il est quand même déjà absolument délicieux. Et avec ce côté, effectivement, très dynamique d'une dégustation, enfin, d'une matière qui gagne en ampleur en bouche, avec beaucoup d'énergie aussi, je trouve. Exactement. C'est l'énergie, ouais. Ça, c'est l'énergie qui est assez hallucinante, ouais. qui est assez impressionnante sur ce vin-là. Et surtout, ce qui est important dans les vins qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de… Vous savez, quand vous mangez des fruits, c'est d'avoir du jus. Voilà, d'avoir un côté juteux. C'est-à-dire comme quand vous croquez une orange et vous avez envie qu'il y ait du jus. Et quand elle est sèche, mais c'est moins bon. Parce que, paradoxalement, à ce qu'on croit, c'est un vin là, pour Bordeaux, qui est très, très, très acide. Et pourtant, vous ne ressentez pas ça. Donc, en fait, l'acidité, elle n'est pas néfaste à partir du moment où elle est tout enrobée. Voilà. Donc, du coup… ce qui est très important, c'est avoir cette gange d'acidité que vous enrobez parce qu'elle gardera de l'énergie très longtemps au vin. Et vous pourrez l'avoir. Et surtout, pour moi, elle augmentera la buvabilité. Parce que le maître mot en fait de l'équipe aujourd'hui, nous on veut faire des vins qu'on puisse boire tôt et que vous puissiez conserver longtemps. Parce que l'histoire d'un vin, qu'il soit grand ou pas, il est vraiment lié à un moment de rencontre. Donc quand vous allez ouvrir cette bouteille pour un événement, pour vous, pour ce petit repas de ce soir, c'est vous voulez passer un bon moment et vous voulez prendre du plaisir. Et donc, c'est ça notre métier. Notre métier, il est de se faire plaisir, nous, d'abord, parce qu'on a un métier fabuleux, mais aussi de faire plaisir à tous les gens qui vont avoir et pouvoir acquérir ces bouteilles. Et donc, notre mission, c'est vraiment que le vin se présente le mieux possible tout au long, en fait, on va dire, de sa vie. Et c'est pour ça que notre métier, là où il est difficile, c'est qu'il faut accepter certains moments de renoncer à des charges de structure pour se dire que c'est plutôt néfaste que de structurer un vin. Pour soi, c'est bien, c'est peut-être mieux, on aura peut-être des meilleures notes ou des meilleurs scores, mais par contre, en termes de buvabilité, elle sera sacrément diminuée. Ouais, tu évoques l'orange, il y a un côté orange sanguine dans ce vin, il y a vraiment… oui, petite amertume, petite touche saline en fin de bouche qui le rend très précis, je trouve. On s'envole avec ce vin, on retombe en douceur. En même temps, il y a une très belle persistance dans ce 2016. Alors ça, c'est pareil, ce vin, on peut l'apprécier presque aujourd'hui, mais on pourra l'apprécier pendant des années, je ne sais pas combien d'années d'ailleurs. Je pense très longtemps. Mais je vous dis ça parce que souvent, quand les gens, on parle de produits et que je leur dis, ben, ces vins vont durer 30 ou 40 ans, les gens me disent, mais c'est pas possible, Guillaume. Et donc, si on a la chance de pouvoir échanger vraiment des vieux millésimes avec eux, eh bien, on s'est aperçu que moi, j'ai fait goûter récemment, donc des années 40 ou des années 50, les gens se trompent de 40 ou 50 années dans l'appréciation du millésime. Tellement que ces vins gardent de la densité, de la couleur et en fait, cette fraîcheur. Voilà. Alors ça, c'est aussi lié, par contre, vraiment à cette notion de vinification par grappe entière, par infusion. Ce franc reste là-dessus parce que vous ne vous rendez pas compte, mais la moyenne des vins de Bordeaux, on est sur 3,75 de pH, c'est-à-dire des pH intermédiaires. Par contre, là, vous êtes en dessous des 3,60, donc c'est des pH beaucoup plus acides qui permet en fait d'avoir cette structure de bouche qui va tenir le vin pendant au moins 20 ou 30 ans dans le début de sa vie, avant que, malgré tout, par l'effet de la bouteille, le vin s'oxyde régulièrement et donc perd un peu de son acidité.
et prennent un peu comme nous, les hommes, un peu d'embonpoint. Vous voyez? Voilà, tu parles comme un œnologue avec les histoires de pH. Là. Tu peux nous expliquer ce qu'il y a sur la photo? C'est très amusant. Ça a coupé, je n'ai pas bien entendu, Angélique. La photo. Ah, la photo. Voilà. Voilà. En fait, depuis 2016, on a en fait une partie en barrique, comme un élevage classique de Bordeaux. En gros, là, par contre, plus longtemps, c'est-à-dire en gros 24 mois. Par contre, depuis ce millésime-là, on a décidé de mettre à peu près 10% de notre assemblage en élevage, comme vous voyez là, en amphore, mais en amphore sous forme d'argile, avec une porosité, on va dire moyenne, celle équivalente à une barrique. Et on a aussi des amphores, mais qui sont en forme de grès, où là, ce sont des amphores qui ne permettent pas en fait la dissolution d'oxygène. Donc, c'est comme si on prenait le vin, qu'on le mettait au congélateur et qu'on le ressortait 2 ans après. Voilà. Congélateur, ça ne fait pas rêver. Hein. Oui, ça ne fait pas rêver, mais c'est pour montrer, en fait, expliquer que le vin est figé. Voilà. Et que, quelque part, on lui redonne, en fait, l'énergie comme s'il sortait de vinification. Et donc, ça, c'est important, Angélique, parce que le vin, à un moment donné, il ne faut pas oublier quelque chose. Au départ, on fait du raisin. Ça, c'est la base de tout. On le transforme en vin et au final, il se transformera en vinaigre par le phénomène d'oxydation et de dégradation. Donc, ce qui est le plus important lorsqu'on travaille, c'est de préserver la réduction dans un vin pour que pas mal d'arômes du vin, l'arôme d'iris, l'arôme de violette, différents arômes sont des arômes de réduction. Et ça, c'est très important parce que quand vous conservez ce potentiel de réduction dans un vin, vous gardez aussi son potentiel de vieillissement. Voilà. C'est pour ça qu'on travaille énormément aussi. Alors là, vous ne pouvez pas le voir, mais sur le type de bouteille, sur le type de bouchage, sur une notion qui est importante et que vous verrez peut-être bientôt aussi le mois prochain avec le futur invité sur le cirage, parce que ça, c'est important aussi pour aider en fait cette notion-là. Merci en tout cas, parce que c'est vraiment magnifique. C'est une montée en qualité qui est absolument incroyable, 2007, 2014 et maintenant le 2016. On aurait envie de poursuivre la verticale. En tout cas, bravo, Guillaume, c'est absolument superbe. Est-ce que, alors, il nous reste un petit peu de temps avant l'heure fatidique. Ah, maintenant, il est 20h. Donc, voilà, si certains d'entre vous préfèrent aller regarder du JT, on ne va pas les en empêcher. Mais on a peut-être quelques questions que vous voudriez poser, puisqu'on a la chance d'avoir Guillaume avec nous encore pendant un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas à lever la main si l'un d'entre vous veut exprimer quelque chose brièvement, mais poser une question à Guillaume. Voilà, en tout cas, on voit des commentaires dithyrambiques sur ce 2016, sur votre travail. Il faut dire que, effectivement, j'ai un commentaire en disant le retour sur 2007 est entre guillemets terrible. Forcément, quand on passe de 2007, qu'on a goûté avec toutes ses qualités et qu'on finit par 2016, qui est honnêtement très, très impressionnant, je trouve, sans refaire tout le speech de Guillaume, mais on a quelque chose qui est buvable, mais quand je dis buvable, qui est fabuleux à boire maintenant, en fait. C'est qu'on a envie de les ouvrir, on est dans la cave, je me dis, mais en fait, je peux les ouvrir maintenant. Donc, il y en a toujours ce petit scrupule, mais on peut les ouvrir maintenant, c'est ça qui est fabuleux. L'idée, n'oubliez jamais, en fait, nous, vignerons, parce qu'on essaie de partager ça avec l'équipe, c'est avant tout de se dire que la finalité absolument de nos produits, si on peut, je vais omettre le prix, hein, donc j'en suis conscient que c'est des vins qui coûtent une somme d'argent pas négligeable, mais c'est vraiment que voilà, vous ayez cette buvabilité le plus précoce possible et que vous n'ayez pas besoin d'attendre des décennies et des décennies pour pouvoir en fait vous faire plaisir. Et surtout aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que on essaye de travailler à fond aujourd'hui sur tout ce qui est bouchage pour que vous ayez en fait des vins les plus précis, les plus nets et quasiment maintenant sans problème de bouchon. C'est-à-dire que les grands vignerons que vous goûterez et que souvent Ideal Wine commercialise, vous verrez, c'est une implication pour nous les premiers où on est d'une frustration
quand on sait ce qu'on peut avoir sur un millésime comme 2016 si le vin est déviant pour X raisons. Donc, ça, c'est un gros travail, je pense, qui est fait énormément. Et les vignerons, je dirais bordelais, mais pas que, on va dire de la France entière, travaillent énormément sur ces sujets-là. Parce que quelque part, le packaging, je m'entends, est important, mais ce qui est le plus important, c'est ce bouchage et cette mise en bouteille pour que vous puissiez avoir un peu de notre essence, de ce qu'on a mis au cours d'une année de travail et quasiment de 2 ans ou 2 ans et demi d'élevage. Parce que pour nous, aujourd'hui, un millésime, c'est 3 ans et demi. Vous voyez, donc avant de vous le livrer, et après, j'en suis sûr que vous en ferez bon usage. Alors justement, merci pour ce travail, parce que c'est vrai que c'est horriblement frustrant d'ouvrir une bouteille et de découvrir que le vin n'a pas pu être conservé dans les meilleures conditions. Mais en tout cas, ce que nous, on constate en tant que marchand, c'est que dès qu'on a de Carmes Aubryon en vente sur le site, on a beaucoup de mal à le retenir. Les amateurs se jettent dessus. Et, c'est vraiment... Je voulais terminer par ça parce que on analyse ce marché, comme vous savez, on le suit à la loupe depuis 20 ans maintenant. Et des vins comme Carmes Aubryon font figure vraiment. Alors, le vin est singulier, la propriété est singulière, et son parcours aussi sur le marché est très singulier. C'est vraiment une étoile montante qui passionne les amateurs. Et vraiment, Guillaume, on a du mal à avoir du vin et garder. Alors, Angélique, en fait, il se trouve que cette semaine, justement, en préparant un petit peu tout ça, j'ai appelé Guillaume en lui disant, écoute, j'ai un petit problème. On avait du 2017, du 2018, notamment sur le site, et on a des clients qui ont dû voir venir et qui se sont empressés de prendre beaucoup. Donc, sachez que pour tous ceux qui ont participé à la dégustation ce soir, on va travailler avec Guillaume pour vous proposer quelque chose uniquement réservé pour vous avec les millésimes qu'on a présentés ici. Je reviendrai vers vous, on va préparer ça donc vraiment ou demain ou tout début de semaine prochaine. Donc, ne sautez pas sur le site pour voir s'il y a du 2016. Vous en trouverez malheureusement pas aujourd'hui. Et on est vraiment désolé, mais on va vraiment travailler sur quelque chose de très particulier avec vous, avec une offre, avec des vins qui n'auront justement pour le coup jamais bougé de la propriété. Et donc c'est ça qu'on va, on vous fera passer en offre vraiment spéciale pour les participants. Et ça sera donc une offre pour vous, parce que le temps est très intéressant d'avoir échangé avec vous. Donc ça sera une offre ex-château, c'est-à-dire des vins qui ne sont restés qu'au château. D'accord. Merci beaucoup pour ça, en tout cas, parce que je pense que les amateurs apprécieront vu les commentaires que nous voyons passer sur le fil. Alors, pour terminer, je voulais donc dévoiler le nom du prochain participant, de notre co-organisateur de notre prochaine dégustation, donc Yvan Massonat. Bienvenue Yvan. Yvan a un parcours absolument passionnant lui aussi, parce que Yvan est parti du monde de la finance d'ailleurs, tu n'en es pas vraiment parti, tu gardes un pied dans la finance, mais tu te livres. On a l'impression que tu ne fais plus que du vin maintenant, en fait, tellement tu es passionné par ta nouvelle activité. Yvan fait partie de ces figures qui ont décidé de redonner toute leur couleur à une région magnifique, qui sont les vins de l'Anjou noir. Et Yvan s'attelle, avec un succès incroyable déjà, à reprendre donc, ces vignes qui appartenaient précédemment à Jo Piton, le domaine Bel Argus, que nous sommes très heureux d'accueillir sur Ideal Wine dans notre réseau de domaines partenaires. Et donc la prochaine dégustation sera consacrée au vin d'Yvan et ça aura lieu le 18 mars. 18 mars, voilà. Donc Yvan, si tu veux dire un petit mot à propos de cette dégustation, parce qu'il se trouve qu'en plus de ça, tu es allé visiter les Carmes Aubryon il y a quelques jours, donc tu connais bien déjà la propriété, et ce sera intéressant d'avoir ton avis sur cette dégustation. Bonsoir à tous. Moi, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est merci. Enfin, franchement, merci Guillaume, merci Ideal Wine, mais ce soir… Et moi, dans une grande partie de mon cerveau est encore du côté de l'amateur que j'étais. Je me permets de rappeler à Angélique que mon compte Ideal Wine, je l'ai ouvert en 2001 et j'ai vécu
je dirais, à travers ce genre d'échange, tout mon parcours d'amateur, il a été jalonné de ce genre d'échange et de rencontres. La rencontre avec Guillaume sur le domaine, effectivement, était un grand moment. Là, ce soir, j'ai envie de dire, mes chapeaux, c'est-à-dire, c'est extraordinaire. Vraiment, alors moi, en plus, j'avais acheté 2016 en primeur, mais je ne l'avais jamais goûté. Donc, en plus, j'ai la chance de pouvoir goûter 2016. C'est waouh! C'est-à-dire d'être capable, dans une région aussi prestigieuse que Bordeaux, dans une telle propriété, non seulement de viser l'excellence, mais j'ai envie de dire, ça, c'est le minimum qui est attendu, mais de tracer son sillon et en fait, d'aller vers là où les vins de Bordeaux seront dans 20 ans. Et en fait, on se retournera tous dans 20 ans, puis on dira, mais c'était qui les premiers? Mais qui étaient les premiers qui avaient compris le goût des vrais Bordeaux, l'équilibre qu'il fallait rechercher et cette précision dans l'élevage? Et ben, malheureusement, tu vas être au cœur de la photo. Quand dans 20 ans, on se retournera et on verra que voilà. Et chapeau, enfin vraiment, respect. La dégustation est hyper probante. Donc moi, en tant qu'amateur, dans des moments comme ça, voilà, c'est vraiment c'est l'essence de cette passion qui nous unit tous. Moi, c'est vrai qu'elle a été tellement dévorante que je suis allé un petit peu plus loin, puisque après la collectionnite aiguë qu'Ideal Wine m'a enseigné dès le début, je suis allé jusqu'à acheter des vignes. Et puis j'ai même eu l'idée, au fil de mes rencontres, en Bourgogne essentiellement, de dire un jour, ben, finalement, et si mon rêve, c'était pas un jour de faire mon propre vin, et si mon rêve, c'était pas un jour d'aller de l'autre côté et d'oser, j'ai bien dit oser, produire mon propre vin. Et en fait, ce chemin-là m'a conduit de rencontre en rencontre. Alors, j'avais choisi la région pour le coup, et la région, c'était forcément la Loire. J'avais même choisi mon cépage, et c'était forcément un cépage blanc qui s'appelle le Chenin, qui est originaire de cette région. Et puis, il m'a fallu plusieurs années pour trouver la rencontre. Et ça a été une rencontre à la fois avec une personne, Angélique, tu l'as dit, Jo Piton, il prenait sa retraite, mais également avec un lieu et un coup de foudre sur un terroir. Et puis le point de départ d'une aventure, pour ceux que ça intéresse, qu'on racontera un verre à la main dans un mois, et qui est une aventure incroyable avec un alignement des planètes qui m'a permis de constituer un domaine de 24 hectares dédié à ce cépage. Donc sur ce domaine, on ne fait que du chenin. On le fait en parcellaire, on le fait en biodynamie. On le fait avec une équipe qui est très jeune, qui a 27 ou 28 ans de moyenne d'âge. J'ai la chance de le faire également avec une génération au-dessus, Jo Piton, mais également Guy Bossard qui m'accompagne dans l'aventure avec ses conseils. Et voilà, bref, c'est une aventure formidable que j'ai la chance de vivre de l'autre côté du miroir. Et dans des moments comme ce soir, je ne peux pas oublier ce qui m'a fait commencer, c'est la vibration, c'est l'émotion, c'est la rencontre. Donc, merci Guillaume. Merci Angélique également, et Laure et toute l'équipe d'Ideal Wine de nous donner l'occasion de me livrer à même exercice. Évidemment, j'ai une pression énorme parce qu'après une telle prestation, voilà, je ferai du mieux que je pourrais en tout cas. Et merci encore de m'avoir donné l'occasion. Oui, désolé pour ce problème de vidéo, mais je pense qu'on va vous envoyer le lien, comme ça vous pourrez le regarder. Et vous pourrez poursuivre l'immersion dans ce magnifique endroit de Carmaubrion. Guillaume, tu as dit qu'il y avait une interrogation sur l'éventuelle émotion que pouvait procurer la dégustation de ces vins. Je crois qu'on peut tous te confirmer que la grande émotion, on l'a vécue ce soir avec toi. Donc, un grand merci. Et bravo encore. Je voulais remercier tous les gens qui nous avaient suivis. Merci Yvan pour tes mots, parce qu'ils sont toujours précieux, parce que tu sais, quand on fait du vin, on est souvent dans son chai et on échange avec son équipe, et après, on n'est pas jeté en pâture, mais on est en fait après dégusté par différentes personnes. Et le plaisir, c'est surtout, je pense, d'essayer de travailler une philosophie et de surtout pas trahir d'où vient son produit, pour que derrière, en fait, quelque part, comme tu dis, il puisse vraiment traverser les décennies. Et quelque part, je me dis que dans quelques années, quand des gens regoûteront ce vin, que ce soit le 14 ou le 16, eh bien, ils pourront prendre encore plus de plaisir et d'émotion qu'on a pris aujourd'hui, parce que pour l'instant, c'est déjà bon, mais ça pourra encore plus devenir meilleur, je pense, avec plus de complexité et un peu plus d'âge. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir accordé 1 heure et 10 minutes. On est désolé, Laure, d'avoir un peu dépassé. Voilà. Et merci beaucoup, Yvan. On a hâte de te retrouver le mois prochain, parce que je peux vous certifier que
Enfin, vous avez déjà entendu Yvan, il a commencé à spoiler un peu sa propre dégustation. Il est absolument passionnant à entendre et ces vins sont merveilleux, magiques. On aura beaucoup de plaisir à les goûter avec toi le mois prochain. Et si les gens passent par Bordeaux, vous savez, nous, le gros avantage qu'on a, Angélique, c'est qu'on est dans le centre-ville, donc ils peuvent s'arrêter et venir visiter Carmes. C'est avec plaisir qu'on les recevra. Par contre, juste, on vous demandera de prévenir. Voilà. J'ai eu l'occasion de goûter 2018. Vraiment, il était en pleine infusion. Et ça a été un moment très émouvant et passionnant. Donc, merci Guillaume pour cette invitation. On a des problèmes à en trouver d'ailleurs, Angélique. On en a qui arrivent, mais on a du mal à en trouver. Ouais. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Un grand merci de suivre ces dégustations avec nous parce que c'est pour nous aussi une belle occasion de vous retrouver, de vous réunir autour de ces vins magnifiques. Merci Guillaume, merci à toute l'équipe de Carmes Aubryon, merci Quentin, merci Laure et à tous ceux qui ont participé à l'organisation. Très bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci.